Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 à toute région pour cette soirée spéciale élection départementale 2015. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 23h pour vous livrer les tout premiers résultats, les tendances, les réactions autour de ce scrutin aux estimations très surprenantes, vous allez le voir. À mes côtés, le politologue Olivier Hill, bonsoir. Bonsoir. Nous serons aussi avec Vanessa Fils qui partagera avec nous toutes les informations qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Et Grégoire Bouscambert nous livrera tous les résultats et toutes les réactions dans les cantons les plus disputés de France. Nous irons voir tout ce qui s'est passé durant cette journée de vote sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de réactions, des quiproquos également. Nous suivrons vos réactions au fil de cette soirée, les réactions dans les camps politiques. Et puis vous le verrez, il y aura aussi des pépites comme il y en a toujours lors des soirées électorales sur Internet. Oui, puis vous l'avez dit Isabelle, la priorité est donnée ce soir aux résultats. Des résultats d'ailleurs qui s'afficheront canton par canton en bas de l'écran tout au long de cette émission. Nous vous donnerons donc les résultats puisque la rédaction est entièrement mobilisée ce soir pour vous faire vivre ces élections inédites en direct et en temps réel. Nous vous donnerons les forces en présence dans les départements ainsi que les tendances qui pourront se dégager tout au long de cette soirée. Priorité aux résultats mais également aux réactions. Nous donnerons la parole ce soir aux femmes et hommes politiques de tous bords. Merci à vous Vanessa et Grégoire. Tout de suite, le premier chiffre, et il est surprenant, il est étonnant, celui de l'abstention. Elle est de 48,7%. Olivier, première réaction. Eh bien, c'est une surprise en effet, car nous attendions, et les instituts de sondage avaient multiplié les annonces en ce sens, une abstention plus forte. On s'attendait même à battre le fameux record de 2011, et en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous sommes, pour le dire simplement, devant une abstention forte. On a limité la casse. On a limité la casse. La troisième, sans doute, plus forte abstention de ce type pour des cantonales de l'histoire de la Ve République, mais du coup, avec l'idée que la gauche, sans doute, a mieux résisté. On le verra tout au long de la soirée, le principal enseignement de ce chiffre. On peut parler d'une vague bleue, d'une marée bleue. Est-ce qu'on peut parler d'une éclipse pour le PS ou pas? Je vois que vous aimez la métaphore météorologique, Isabelle. Je crois qu'on peut parler d'une marée assurément pas humaine, je l'ai dit, l'abstention reste très forte. Les électeurs ne sont pas déplacés en masse dans les bureaux de vote. En revanche, on peut s'attendre à une vague bleue. En effet, on peut découvrir les premières estimations que l'UMP, avec ses partenaires, a réussi sa stratégie d'unité, de mise en marche de l'ensemble de la droite républicaine et apparaît ce soir comme le premier parti de France. Autre indication très surprenante, ce soir, les estimations par parti. Et on va le voir, eh bien, ce n'était pas du tout ce qu'avaient annoncé les sondages de ces dernières semaines. Donc, une nouvelle fois, point d'interrogation sur tous les sondages qu'on a pu recevoir. Oui, il faudrait s'interroger sur leur rôle, sur la place qu'ils prennent dans les campagnes, car les décalages sont importants. Alors sans doute que une partie du comportement électoral a changé ces 48 dernières heures, sans doute. Mais tout de même, on peut penser que les surprises s'expliquent par d'autres problèmes, des problèmes de méthode. La droite arrive en première position, c'est la surprise, oui. Et le Front National est en troisième au lieu d'être en première. Voilà, le podium, au fond, est inversé. Voilà. Et au lieu que le Front National, comme cela avait été annoncé, soit en tête, eh bien, il semblerait qu'il ne soit que sur la troisième marche du podium. Ça change beaucoup de choses dans un scrutin qui ne qualifie, on doit le rappeler, que 2 équipes ou listes pour le second tour. Quelque chose qui m'interroge sur ces sondages qui donnaient le Front National en pole position. Aujourd'hui, on se retrouve avec les 2 partis républicains traditionnels en première et deuxième position. Ça veut dire qu'il faut faire confiance au bon sens des Français. Ça veut dire que la stratégie du gouvernement a marché. Il semble qu'il y ait eu une efficacité qui n'a pas du tout été prévue de la stratégie que le Premier ministre a mise en place, celle d'en appeler au vote utile. Il a, semble-t-il, remobilisé une partie de son camp. Ces socialistes que l'on annonçait au fond à 20, 21, 22% du total des voix se maintient beaucoup mieux, arrive en deuxième place et avec un score de 28,5 dans les estimations, attention, oui. Nous ne parlons que d'estimations ici, Ipsos en l'occurrence, eh bien il semble qu'il ait réussi son coup. Alors justement, on parle de Manuel Valls, on va l'écouter tout de suite. Notre pays doit continuer à avancer, à se réformer, et nous obtenons déjà des résultats. Voilà ce qui motive plus que jamais mon engagement et celui de mon gouvernement au service du pays. J'appelle tous les électeurs à aller voter dimanche prochain, parce que j'aime mon pays, parce que j'aime la France, parce que je suis attentif à vos messages, à vos attentes, à vos exigences. J'appelle une mobilisation puissante et massive pour le second tour. Je vous remercie.
Alors là, le Premier ministre respire, il est content, il a tellement été critiqué sur sa stratégie et son vocabulaire, c'est une bonne respiration, il a sauvé son fauteuil. Oui, la configuration était difficile. La gauche partait désunie, la droite, elle, a su faire front commun, et puis on sentait que déjà le podium, voire l'élection, était joué. Or là, il peut montrer à tous que fondamentalement, en appeler à un sursaut républicain, a pu remobiliser une partie de l'électorat. Alors, soyons clairs, ça ne va pas changer la citrouille en carrosse. Et la défaite sera très certainement celle de la gauche dans son ensemble. Mais une défaite moins importante et un PS qui résiste mieux. Symboliquement, c'est important. Tout de suite, je vous propose de voir cette carte des cantonales 2011. Ce sont les précédentes élections. Et pour juste avoir une idée du rapport de force d'alors, la gauche, vous voyez, avait 56 départements, la droite 42. On s'avance vers quel rapport de force aujourd'hui? Est-ce que c'est encore difficile de donner une idée exacte aux téléspectateurs aujourd'hui? On peut deviner une inversion, au fond un mouvement de balancier de la gauche vers la droite, de la même importance que celui que l'on avait constaté en 2011, sous le mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy, lorsque la gauche, précisément, avait su faire fructifier le capital de mécontentement dans le pays. Reste à savoir si ce sera jusqu'à 25-30 départements gagnés pour la droite. Ça, c'est évidemment toute la question à la veille du second tour. Voilà, je vous propose maintenant, Olivier, de faire une petite pause et d'aller voir Vanessa qui scrute les réseaux sociaux. Et je vous propose, pour commencer, d'aller faire un petit tour sur ce qui s'est passé dans la journée sur les réseaux sociaux. On l'a dit, la participation est en hausse, mais les assesseurs se sont parfois sentis tout de même seuls, puisque il y avait d'autres options, selon les internautes, la sortie au marché ou encore la sortie au cinéma. C'est ce qui explique, selon eux, que la participation a été importante, mais pas massive. Et puis il y a les jeunes, ceux qui ont voté pour la première fois. Pour eux, c'était important, c'était un grand moment. J'ai fait mon devoir, je suis content d'avoir eu le premier coup de tampon sur ma carte d'électeur. Alors il y a eu aussi des quiproquos et puis des moqueries sur Internet, à savoir Paris ne votait pas cette année, et certains ont déduit que c'est pour ça qu'on voyait moins de self-isoloirs, ces photos dans l'isoloir, puisque apparemment les plus nombrilistes ce sont les Parisiens, les Lyonnais, puisqu'il y avait moins de self-isoloirs. Et puis à propos de cette participation qui n'avait pas lieu, de ces votes qui n'avaient pas lieu à Paris et à Lyon, il y a certains électeurs qui se sont retrouvés devant des bureaux de vote fermés. Ils n'avaient pas compris, même s'ils étaient connectés, qu'il n'y avait pas d'élection à Paris et à Lyon. Enfin, je termine avec cette information qu'on vient d'apprendre d'après le site de la Provence. Un premier résultat, il y aura un duel Front National Ligue du Sud. Ce sera à Orange. C'est selon la Provence. Le duo Yann Bompard, Marie-Thérèse Galmard et le binôme Jean-François Matéier, Brigitte Vigne sont au deuxième tour. L'UMP et le PS sont éliminés. Merci beaucoup Vanessa. Une réaction sur ce duel Ligue du Sud FN de vieille guerre qui n'en finissent pas et qui peuvent coûter cher finalement. Oui, car on le sait, c'est un département où le Front National, lors des dernières élections européennes, avait fait des scores élevés. Mais voilà, une dissidence à l'extrême droite, celle de ce parti, la Ligue du Sud, qui est animé par plusieurs membres de la famille Bompard, Marie-Claude à Bolène, Jacques Bompard, on le sait, à Orange, eh bien, risque de rendre pour le Front National la partie difficile, car on le sait, chaque point de pourcentage va valoir un pesant d'or ou son pesant d'or. Alors les résultats tombent, ils commencent à tomber de plus en plus vite puisque c'est une élection rurale. Les bureaux de vote, vous le savez, Olivier, étaient fermés vers 18h dans les petites villes et dans les cantons les plus campagnards. Grégoire, vous avez des résultats à nous donner ? Oui Isabelle, vous l'avez dit, les résultats commencent tout juste à arriver. Je vais vous en communiquer deux que je viens à l'instant de recevoir. Je vous propose tout de suite de partir en Aquitaine, plus précisément dans les Pyrénées-Atlantiques. La gauche avait conquis en 2011 le Conseil général que la droite présidait sans discontinuer depuis la Libération. L'actuel président socialiste, le sénateur Georges Labazée, avait préféré de ne pas se représenter. La droite paraissait en mesure de s'imposer grâce à des accords entre centristes et UMP. Et vous le voyez dans ce canton-là, précisément, c'est à peu près ce qui est en train de se passer puisque le binôme de droite UMP-UDI arrive en tête avec 26,5% des suffrages. Autre résultat qui vient tout juste d'arriver en Bretagne, dans le Finistère. Sur place, l'ex-figure de proue du mouvement breton des Bonnets Rouges, Christian Troadec, se présentait. Les Bonnets Rouges est, vous le savez, un mouvement de protestation apparu en Bretagne en octobre 2013 en réaction aux mesures fiscales relatives à la pollution des poids lourds. Dans ce contexte politique tendu, ce département à gauche pouvait basculer à droite. Le président du Conseil général sortant, Pierre Maille,
LFI avait choisi de ne pas se représenter. Et vous le voyez, bien c'est le régionaliste Christian Troadec qui est en ballottage très favorable avec 35,6% des suffrages. Merci Grégoire. Olivier, une réaction ? On voit d'emblée que les configurations de jeu sont bien celles que l'on avait prévues, c'est-à-dire de ce point de vue-là, le coût d'une désunion à gauche va être très lourd à assumer pour le second tour. On le sait dans ce scrutin, il faut pouvoir se qualifier pour le second tour et les places sont très chères. Et l'angoisse de la troisième place est terrible. Surtout ne pas arriver en troisième place et au fond regarder les autres en décider pour vous. Et en même temps, on voit bien que la dynamique de l'alliance de la droite républicaine est en train de porter ses fruits et permet dans de nombreux cantons d'assurer une position très enviable, sinon parfois des gains immédiats dès le soir du premier tour. Pour que ce soit plus clair pour les téléspectateurs, je vous propose de revenir sur les départements symboles, ceux que nous avons identifiés, dont la bascule à droite ou pas, puisque les résultats vont sans doute être modifiés par ces estimations surprenantes que nous avons reçues d'Ipsos, pourraient éventuellement changer le paysage de la carte de France. Alors parlons de la Corrèze, puisqu'on a vu tout à l'heure François Hollande voter cet après-midi à Tulle avant de revenir à l'Élysée. La Corrèze, pourquoi c'est si important qu'elle ne bascule pas à droite ? C'est toute une affaire de symbole. On le sait, c'est le département qui a porté la carrière de François Hollande avant qu'il n'accède à l'Élysée. Et évidemment, il y a consacré beaucoup de temps. Il y est venu 4 fois, le Premier ministre y a fait plusieurs meetings. Bref, c'est une terre qui sera scrutée de très près, car une défaite pour le Parti socialiste signifierait immédiatement un symbole de débâcle électoral. Bon. Alors pour aller dans votre sens, je vous propose d'écouter les explications de Mathilde Brazeau, qui était à Tulle, et qui nous rappelle le contexte de cette élection en Corrèze. Écoutez, la question actuellement est de savoir si, oui ou non, Bernard Combe va être élu dès le premier tour. C'est le maire de Tulle et donc il est candidat dans le canton de Tulle. Actuellement, on serait en train de recompter car il n'y aurait que 8 voix d'écart en faveur du candidat socialiste qui totaliserait 49,85% des suffrages selon les chiffres qui nous ont été communiqués mais qui ne sont pas officiels pour l'instant. Raphaël Chaumet, lui, arrivera en deuxième position avec 26,16%. Donc en tout cas, un scrutin qui est très serré pour le canton de Tulle. 2 binômes auraient également été élus dès le premier tour. Encore une fois, des résultats qui ne sont pas officiels. Il s'agirait pour le canton d'Égletons du binôme de Corrèze-Demain. Donc Marie-Laure Suau ne pourra pas se maintenir au second tour. Et puis également pour le canton de Malmort, l'UDI Frédéric Meunier, également maire de la commune sous l'étiquette Corrèze-Demain, serait assez largement élu dès le premier tour. Merci beaucoup Mathilde. En tout cas, Bernard Combe, c'est un proche de François Hollande. Il a gardé la mairie de Tulle, puisque Brive était passé à droite lors des municipales de 2014. La Corrèze est quand même aujourd'hui dans un équilibre certain. Très instable. Ne l'oublions pas, Très en 2008, instable. François Hollande n'avait pu garder la maîtrise de ce département que par un siège de différence. Et en 2011, c'est grâce aux écologistes que par 2 sièges, cette fois de différence, le département était resté à gauche. Cette fois-ci, les choses sont beaucoup plus instables encore, puisque la gauche du Parti socialiste subit une concurrence, celle d'une coalition qui regroupe le Front de gauche, Europe Écologie Les Verts et Nouvelle Donne. Donc là, tout est ouvert, mais tout de même, les nuages s'amoncellent. Allez, on part maintenant en Picardie, on poursuit notre voyage en France avec Zora Hamdam qui revient sur tous les enjeux des départements très prisés, très scrutés par le Front National. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. En Picardie, le taux de participation est très sensiblement plus faible qu'en 2011, 43,11% contre 43,88%. Le département de l'Aisne est très observé ce soir car il pourrait être l'un des premiers en France à basculer à l'extrême droite. Mais cette hypothèse est prendre avec beaucoup de précautions car il faudrait que le Front National conquiert au moins 11 des 21 cantons du département. Ce sera compliqué, mais les divisions de la gauche et de la droite dans certains endroits pourraient l'y aider. Du suspense également dans le département de l'Oise. À gauche, depuis 2004, là aussi, on a noté une forte progression du Front National. Le PS pourrait être en difficulté à cause de la division de la gauche. Face à lui, un binôme inédit, Europe Écologie Les Verts et le Front de gauche, alors que l'UMP et l'UDI partent, eux, rassemblés. Enfin, dans la Somme, là aussi, un département socialiste avec une faible majorité. La droite et notamment les centristes pourraient le reconquérir, mais là encore, le Front National va jouer un rôle d'arbitre.
Alors Olivier, l'Aisne, la Somme, l'Oise? Nous sommes avec l'Aisne dans le cas de figure où le Front National peut réellement accéder à une présidence d'exécutif départemental. En effet, c'est d'abord, rappelons-le, c'était le cas aux européennes, un département dans lequel il a dépassé l'étiage des 40%. Donc c'est très important. Par ailleurs, c'est aussi le département dans lequel Franck Briffaut a conduit une campagne très dynamique avec des thèmes il faut désormais faire sauter la droite et la gauche, il faut essayer autre chose, il faut renverser la table, bref, des mots d'ordre qui ont plu à un électorat déboussolé, dans un département marqué par un très fort taux de chômage, avec une désertification très forte, très puissante. Bref, la souffrance sociale a permis, en quelque sorte, à cette liste de franchir toute une série d'obstacles. Je vous propose maintenant de nous rendre en Avignon. On continue notre voyage en France avec Frédéric Porret. Vous savez, Avignon est une des cibles aussi du Front National puisque c'est le chef de cabinet de David Racheline. David Racheline est maire de Fréjus. Son chef de cabinet, Philippe Lothiau, du Rassemblement Bleu Marine, s'est présenté en Avignon. Alors écoutez, ici il y a beaucoup de journalistes mais très peu de résultats, il y a beaucoup de bruit qui circule. Tout le monde finalement attend le président du Conseil général sortant, Claude Haut, président socialiste. Alors il devrait venir d'ici une demi-heure. Il arrive de Vaison-la-Romaine, donc le canton là où il se présente, et il devrait annoncer donc quelques résultats. Donc je vous propose de vous retrouver d'ici une demi-heure pour avoir tous les résultats. Voilà, je vous propose maintenant de retrouver Grégoire Bouscambert pour de nouveaux résultats sur les cantons. Oui Isabelle, et parmi les résultats qui viennent à l'instant de nous être communiqués, je vous propose de partir en Auvergne, dans l'Allier plus précisément. Faute d'accord avec ses partenaires, le Parti communiste pouvait perdre l'un de ses derniers bastions avec l'Allier. Dispersion de la gauche, mésentente au niveau national entre le Parti communiste français et le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, redécoupage des cantons qui pénalisait les sortants. Bref, tous les ingrédients du basculement étaient ici réunis. Et vous le voyez, dans ce canton-là bien précis, c'est les élus communistes qui ont été élus dès le premier tour. Il s'agit bien d'un canton, donc ça ne préfigure pas pour autant les couleurs politiques de la prochaine assemblée départementale. Autre résultat qui arrive tout juste en Franche-Comté dans le Doubs. L'assemblée départementale est présidée par l'ancien sénateur Claude Jeannerat, membre du Parti socialiste, qui avait pris la présidence le 1er avril 2004, alors que la droite était majoritaire depuis 1913. Il est candidat à sa succession pour la dernière fois, a-t-il affirmé. Claude Jeannerat aura 70 ans en avril, mais ici, rien n'est gagné et la droite a de bonnes chances de remporter ce territoire. Mais la gauche a repris espoir depuis la victoire de Frédéric Barbier à la législative partielle du Doubs, c'était début février. Et vous le voyez ici dans ce canton-là encore bien précis, il s'agit bien des candidats Front National qui sont arrivés en tête, suivis des candidats de droite et des candidats de gauche. Merci beaucoup Grégoire. Je vous propose maintenant de nous arrêter dans l'Essonne, le département de Manuel Valls, qu'on dit pouvoir basculer à droite. Qu'en pensez-vous, Olivier, malgré le résultat ou le rééquilibrage des estimations qu'on a vues sur les partis? Est-ce que ce canton, l'Essonne, peut basculer à droite? Alors c'est sans doute l'un des départements où la prévision est la plus difficile à installer. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes dans une dynamique d'affaiblissement de la gauche. Rappelons d'un mot, François Hollande avait fait, lors de l'élection présidentielle, 54%. Mais depuis, lors des municipales, celle-ci a perdu du terrain. Une quinzaine de municipalités d'importance sont tombées dans l'escarcelle de la droite. Celle-ci est donc avec le vent en poupe. Du même coup, on est aussi dans une situation compliquée par le fait, parce qu'on pourrait après tout prédire la victoire de la droite. Eh bien, c'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine unité à gauche. Seule, au fond, une partie du front de gauche n'a pas rallié la dynamique du Parti socialiste. Donc, le Parti socialiste peut s'appuyer ici plutôt sur ses alliés traditionnels. Et à droite, le leadership de Georges Tron, est contesté. Du même coup, les choses sont plus indécises. L'effet Manuel Valls peut jouer? Sans doute, car le coefficient personnel du Premier ministre est fort dans ce territoire. Je vous propose maintenant de nous rendre en direct de Paris avec notre invité Hervé Lebras, démographe, qui a étudié pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, les mouvements de population, les migrations de population. Hervé Lebras, est-ce que je peux recueillir votre première réaction avec ces estimations qui se trouvent ce soir bousculées? Oui, donc, si on se fie aux premières estimations, comme vous le savez, la surprise est double. D'abord, le FN, qui était plutôt annoncé dans les 30%, semblerait être autour de 24-25%. Et puis, la gauche, qui était annoncée en perdition, semble
résister un peu plus qu'on ne s'y attendait. C'est deux éléments qui changent tout à fait les sondages qu'on a connus dans les semaines et même dans les jours qui précédaient. Alors c'est important parce que si on prend d'abord le premier cas, celui du FN, ça veut dire qu'il ne fait pas mieux, peut-être même un tout petit peu moins bien que son résultat aux européennes. Ceci dit, les européennes étaient un scrutin qui l'avantageait, ne serait-ce que parce qu'il était anti-européen. Avec les départementales, c'est plus compliqué. Il faut aussi tenir compte du fait que comme on ne votait pas ni à Lyon, du fait que c'est devenu une métropole, ni à Paris, puisque c'est déjà une métropole, ces deux villes qui votaient peu pour le Front National, si elles avaient été présentes, auraient encore un tout petit peu abaissé le pourcentage qu'a le Front National. Ceci dit, il faut aussi regarder la distribution qu'on n'a pas encore, mais qui commence à émerger, des gains et des pertes du FN. Et il faut se rappeler qu'il y a un mouvement d'assez longue durée dans l'implantation du FN et qu'on a très bien saisi, notamment entre 2002 et 2012, entre les deux premiers tours de ces deux présidentielles, où on voit que le FN gagne très nettement sur la partie nord de la France, et particulièrement dans le Pas-de-Calais, dans la Somme, dans une grande partie du nord Pas-de-Calais et de la Picardie, et puis que inversement, il tend à plafonner ou à légèrement décroître dans la région lyonnaise, au sens large du terme, aussi en Alsace, et puis bien sûr dans la région parisienne. Donc c'est dans les prochaines heures, c'est ces éléments-là qu'il va falloir confirmer. Inversement, aussi, le FN gagne dans le sud-ouest et dans l'ouest. Alors, est-ce que l'ouest, qui a longtemps résisté, va continuer à avoir un faible vote FN? Ça sera tout à fait intéressant de le connaître. Les premiers résultats semblent montrer qu'il ne progresse pas énormément dans l'Ouest, où il était parfois 3 fois plus faible que dans les régions comme le pourtour méditerranéen, où il était très, très implanté. En même temps, on a vu dans l'Ouest qu'il avait beaucoup progressé localement dans des zones qui étaient plutôt des zones loin des métropoles. Par exemple, dans cette partie centrale de la Bretagne, qui est à la fois loin de Brest, loin de Rennes et puis loin de Nantes. Donc ça, c'est la première chose concernant le FN. Le second point... Hervé Lebras, je vous interromps 2 secondes. Je passe la parole à Nicolas Sarkozy, qui remercie les Français de leur mobilisation et continue à prôner le nini. Donc on écoute Nicolas Sarkozy. Ce premier tour montre la profonde aspiration des Français à un changement clair qui commence par les départements. Les candidats de la droite républicaine et du centre ont vocation à rassembler tous les Français. Dans les cantons dans lesquels nos candidats ne seront pas présents au second tour, cas peu fréquents, l'UMP n'appellera à voter ni pour le Front National, avec lequel nous n'avons rien en commun, ni pour les candidats de gauche dont nous combattons la politique. Bien sûr, pour Nicolas Sarkozy, c'est du pain béni. Oui, c'est évidemment un élément dont il va faire usage dans les semaines et mois qui viennent, c'est-à-dire la victoire de l'UMP dans cette dynamique collective, je le rappelle, c'est une coalition, va pouvoir lui permettre de s'afficher et de s'affirmer un peu plus comme le chef de l'opposition, le principal opposition à l'équipe au pouvoir. On retrouve tout de suite Vanessa Fize sur les réseaux sociaux. Et à propos du Front National, une image, il y a eu un moment de flottement après l'annonce d'une déroute probable et relative du Front National. Le buffet où Marion Maréchal Le Pen devait fêter l'arrivée du Front National comme premier parti de France éventuel, eh bien, il est désert puisque pour l'instant, c'est l'heure d'une réunion de crise au premier étage. Alors, plus anecdotiquement, sachez que durant cette journée, il y a eu une blague qui est très très mal passée auprès de l'extrême droite, celle de SOS Racisme. Elle appelait à
pour les candidats des binômes à ne pas oublier de marquer d'une croix celui qu'on préférait le plus, ce qui conduit bien sûr à l'invalidation du bulletin de vote. Il y a eu énormément de réactions en chaîne des militants du Front National et le parti lui-même a décidé de porter plainte. Alors à propos du Front National, encore pas beaucoup de chance aujourd'hui puisqu'on peut noter une sortie de route annoncée par le Télégramme dans le Finistère qui n'est pas liée aux électeurs du canton de Plabennec. Le binôme du Front National en fait a commis une erreur et sa candidature a été invalidée ce matin. Les noms de famille sur le bulletin n'étaient pas tout simplement dans l'ordre alphabétique. Et puis on termine avec un coup de gueule de Jean-Luc Mélenchon. Score bidon à 20h, le PS s'additionne tous les dissidents plus tous les tandems, c'est-à-dire avec Front de Gauche, avec Europe Écologie Les Verts, et Jean-Luc Mélenchon n'est vraiment pas content. Merci beaucoup Vanessa. Olivier. Oui, Hervé Lebras, une question sur, au fond, les ressorts fondamentaux du vote FN. Pendant longtemps, c'était la dénonciation de l'immigration. Et on sait que sur ce terrain, des résultats électoraux significatifs ont été engrangés. On a le sentiment que depuis quelque temps, l'argumentaire se déplace et que l'on est beaucoup plus dans une demande de protection, dans la défense des périphéries, dans au fond, la mise en avant des intérêts sociaux de toute une série de catégories qui, dans la population, se sentent abandonnées par les pouvoirs publics, les services publics. Qu'en pensez-vous ? Oui, non, c'est tout à fait l'explication que j'aurais. Au fond, la rhétorique anti-immigration qui était très payante au tout début, par exemple à l'élection de 1984 et puis dans les élections suivantes, et qui correspondait au terrain. On avait une très grande correspondance entre les cartes de l'immigration maghrébine et turque et d'un côté, et puis de l'autre, les voix du FN. Et cette correspondance, petit à petit, s'est effilochée. Et c'est au fond Maigret qui en a pris conscience au tout début des années 2000, qui s'est opposé à Jean-Marie Le Pen. Et vous savez qu'il y a eu scission, parce que Maigret pensait, avec notamment son entourage, qu'il fallait élargir la base du Front, que être contre l'immigration n'était pas suffisant pour que le Front gagne un peu plus d'électorat. Et quelque part, Marine Le Pen a repris cette ligne. Elle l'a repris d'autant plus facilement, et c'est terrible à dire, c'est que le thème anti-immigration est en quelque sorte intériorisé par le FN. Il continue à servir au fond presque de colonne vertébrale doctrinaire, mais il n'a plus besoin d'être vérifié sur le terrain. Si bien que, par exemple, la progression du FN qui a été forte dans le Pas-de-Calais et qui, d'après ce que je vois des premiers résultats, continue, eh bien cette progression peut se faire dans un département, le Pas-de-Calais, qui est le 3e département avec la plus faible proportion d'immigrés. Donc on voit très clairement comment ce thème de l'immigration, qui au départ était un thème pragmatique, est devenu un thème idéologique. Et du coup, le FN a pu progressivement se reconvertir dans une défense. Alors, est-ce que c'est une défense des gens les plus défavorisés ? Je pourrais indiquer que c'est pas exactement ça. C'est plutôt une défense des personnes qui vivent dans les régions ou dans les lieux les plus défavorisés. Merci à vous Hervé Lebras, on vous retrouve tout au long de cette soirée. Maintenant place aux résultats. Grégoire, vous avez de nouveaux résultats à nous communiquer. Oui Isabelle, nous vivons donc ces élections en direct et en temps réel. Nous vous communiquons les résultats qui arrivent lentement mais sûrement. Je vous propose tout de suite de partir en Lorraine, dans la Meuse plus exactement. L'Assemblée départementale ici était présidée depuis le 1er avril 2004 par le sénateur Christian Namy, membre de l'UDI. Âgé de 76 ans, il était candidat à sa succession dans son canton et devait pouvoir l'emporter, mais il n'était pas assuré à 100% de se succéder à lui-même à la tête du Conseil général. Et vous le voyez, dans ce canton là bien précis, on arrive à un duel classique UMP, UDI et Parti Socialiste. Le Front National a été éliminé dès le premier tour. Autre résultat en Rhône-Alpes, on part dans la Drôme. La gauche partait en ordre dispersé dans tous les cantons face à des binômes uniques à droite, UMP, UDI ou UMP Modem, et des candidats du Front National présents partout. Un basculement était plus qu'envisagé. Eh bien, vous le voyez, il y aura une triangulaire ici. L'UMP arrive en tête, le Front National
s'est maintenu. Et en troisième position, ce sont les candidats d'hiver gauche qui ont obtenu 25,8% des suffrages. Un dernier résultat, toujours en Rhône-Alpes, en Savoie. Ici, l'Assemblée départementale était présidée par l'UMP Hervé Guémard, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans le gouvernement Raffarin III. Il avait dû démissionner à la suite de l'affaire dite Guémard. Il se présentait à sa propre succession et vous le voyez dans son canton, il arrive largement en tête. Il est en ballottage très favorable avec plus de 55% des suffrages. Grégoire, tout de suite, je vous propose d'écouter Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui réagit bien sûr aux résultats du Front National, aux estimations. Elle demande la démission de Manuel Valls. On l'écoute. Sans implantation locale préalable, avec un seul sortant sur 4000 élus départementaux, le Front National réussit l'exploit de dépasser largement dans une élection locale son score des européennes. Ce vote massif pour le Front National, qui s'enracine élection après élection, montre que les Français veulent retrouver leur liberté et qu'un nombre considérable de nos compatriotes ont compris qu'une autre politique est possible. La hausse de la participation montre aussi que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine sont les seuls capables de ramener les Français aux urnes. Ce vote massif en faveur des candidats patriotes constitue également un désaveu cinglant pour le Premier ministre qui a cru pouvoir prendre la tête d'une campagne contre le peuple, une campagne ordurière et violente en stigmatisant des millions d'électeurs français. Chef de campagne, meneur d'un clan même, Manuel Valls doit maintenant écouter le message des urnes et avoir la décence de remettre sa démission au président de la République compte tenu du faible résultat du PS plutôt que d'appeler à voter UMP quelques minutes seulement après les résultats. L'heure est venue de faire confiance au Front National et c'est le sens de mon appel à tous les électeurs et à ceux de nos compatriotes qui, encore trop nombreux, se sont abstenus. Déjà dans nos villes, les résultats sont sans appel. L'implantation au municipal porte clairement ses fruits lors de ces élections départementales et les résultats de ce soir seront le socle des résultats dans quelques mois au régional. Alors dites donc, Olivier, quand on écoute Marine Le Pen, on a l'impression qu'elle a tout gagné, qu'elle a tout raflé et que finalement les autres ont perdu. Alors, ce qui est très frappant à l'écouter, c'est la véhémence du propos. Dans cette phraséologie, on le sait, plus l'argument cogne fort, plus on est en présence d'un aveu de faiblesse. À l'évidence, la réussite en matière de sursaut républicain dont se prévaut, même s'il est relatif, le Premier ministre, est vécu là comme une forme d'échec pour le Front National et dénoncé immédiatement par l'appel à la démission du Premier ministre. On est dans un jeu totalement théâtralisé et à l'évidence, le score qui est obtenu ce soir par le Front National est bien en deçà de ce qui était attendu. Et c'est un échec pour Marine Le Pen ce soir ? Un échec non, car elle réussit tout de même, et on va le voir quand on fera le décompte total des cantons qui vont basculer dans le camp du Front National, il y aura évidemment une réussite relative de la stratégie d'implantation. Le Front National sera de plus en plus présent dans un maillage territorial. En revanche, symboliquement, ne pas être tout en haut de l'affiche, c'est-à-dire à la première place sur le podium, évidemment, ça, c'est une cruelle déception. Alors tout à l'heure, on a dit qu'on regardait certains cantons qui étaient clés pour nous. On a parlé de la Corrèze, de l'Essonne, bien sûr, on a parlé des départements de la Picardie. La Gironde, est-ce qu'elle peut bénéficier d'un effet Juppé ? Alors pour la Gironde, on le sait, c'est une configuration assez spécifique dans la mesure où la gauche arrive assez unie. Il y a des accords qui ont été trouvés avec les écologistes et donc le Parti socialiste peut s'appuyer sur cette réserve de voix, peut bénéficier d'une dynamique d'ensemble de la gauche. Et puis par ailleurs, on le sait, l'ancien Premier ministre Alain Juppé avait en 2014, lors des municipales, éclaboussé par une réussite spectaculaire à Bordeaux cette élection. Bref, on est dans un cas de figure où la Gironde peut être au fond la démarche d'une victoire de l'UMP, mais d'une victoire de l'UMP qui, on le verra aux primaires, va encore être disputée. Et vous allez le voir dans ce que va dire Alain Juppé, que nous allons diffuser tout de suite, son allocution. Vous allez voir qu'il prend déjà, qu'il met déjà le pied dans les présidentielles, puisqu'il salue la victoire d'une coalition UMP-UDI Centre. Au moment où je parle, le principal enseignement du scrutin, c'est à l'évidence le succès de la dynamique qui s'est créée autour du rassemblement de la droite ou du centre. Il apparaît très clairement que la seule force d'alternance crédible aujourd'hui, c'est précisément notre alliance, ce rassemblement de la droite et du centre, qui est la stratégie que j'ai préconisée constamment au cours des derniers mois. C'est là que s'incarne aujourd'hui
l'espérance d'un avenir différent pour la France. Et c'est ensemble, je pense, que nous allons préparer cette alternance. Alors, Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP, rafle la mise. Et Alain Juppé est tout sourire parce que sa stratégie semble être celle qui a gagné. Qui va gagner à la fin ? Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, chacun marque son territoire. Et Alain Juppé, dans cette déclaration, salue au fond la possibilité de mettre fin à plus de 36 ans de présidence socialiste. Philippe Madrelle, le représentant socialiste qui présidait ce département, n'était pas en mesure de se succéder à lui-même. À travers cette victoire qu'il pressent de la droite, lui veut lui donner une signification très spécifique qui est celle d'une stratégie parfaitement aboutie, la stratégie qui va de l'alliance de l'UMP avec l'UDI jusqu'au MoDem. Et c'est ça la grande différence, évidemment. On prépare les primaires avec Nicolas Sarkozy. Alors on va voir Grégoire Bouscambert qui a de nouveaux résultats à nous communiquer. Oui Isabelle, des résultats canton par canton qui commencent à arriver. Je vous propose de partir en région Midi-Pyrénées. Nous allons aller plus précisément dans le Gers. L'Assemblée départementale était présidée par le député socialiste Jean-Pierre Pujol. Le 19 juillet 2013, il a été élu président du Conseil général du Gers en remplacement de Philippe Martin, devenu ministre de l'écologie jusqu'en mars 2014 avant d'être remplacé par Ségolène Royal. Eh bien vous le voyez, le Parti socialiste est ici en ballottage très favorable avec plus de 43% des suffrages dans ce canton, là bien précis. Autre résultat dans le centre, dans le Loir-et-Cher, l'Assemblée départementale était ici présidée par l'ancien ministre de la ville du gouvernement Fillon, Maurice Leroy, de l'Union des démocrates et indépendants. Le territoire devrait rester à droite, avec toutefois le Front national à surveiller. Le parti de Marine Le Pen était susceptible de faire de bons scores, mais vous voyez, ça n'a pas empêché les candidats de droite et Maurice Leroy d'être élus dès le premier tour. Enfin, un résultat en Languedoc-Roussillon. Nous partons dans le Gard. Ici, l'Assemblée départementale était dirigée depuis octobre 2014 par le socialiste Jean Denat. Département à gauche depuis l'après-guerre, rien n'était encore acquis pour la gauche ni pour la droite. La campagne devait être décisive entre les tentations de sanctionner le gouvernement, l'unité de la droite et la montée du Front national. Jean Denat pouvait devenir le président le plus éphémère du Conseil général du Gard. Le Front national espérait gagner 4 cantons et vous le voyez, le FN est arrivé en tête avec un peu plus de 38% des suffrages. Merci à vous Grégoire. Alors au-delà des résultats et des déclarations politiciennes de ceux qui se préparent pour 2017, c'est une page qui se tourne dans les cantons et sur le territoire français avec la réforme territoriale qui n'a pas encore toutes ses compétences, qui n'a pas encore tous ses décrets puisqu'elle est toujours en discussion au Sénat. Cette réforme territoriale a bouleversé les paysages, bouleversé la vie des cantons. On va pouvoir le mesurer avec ce reportage tourné par nos confrères de Clermont-Ferrand. C'est la fin d'une histoire. Avec la nouvelle carte électorale, François Marion sera le dernier conseiller général de la Tour d'Auvergne. Ses 2500 habitants seront absorbés par le nouveau canton du Sancy. C'est aussi la fin d'une histoire pour un conseiller qui siégeait depuis 17 ans. Il part avec nostalgie et regret car il a fait ses comptes. Dans le Puy-de-Dôme, les élus ruraux seront minoritaires dans la future assemblée. Ça me fait mal à quelque part parce que conseiller général d'un canton comme celui de la Tour, on touchait à tout, on faisait tout le monde nous connaissait, du social, de l'animation, on participait à toutes les fêtes et tout ce qui s'ensuit. Il est bien évident que les 2 nouveaux élus, si je prends l'exemple de notre canton, qui est le plus grand en surface, puisqu'on approche les 100 000 hectares, il est bien évident que ces deux nouveaux élus ne pourront pas faire le travail que je faisais, le travail que faisaient tous ces élus ruraux, et ne pourront pas défendre ces territoires ruraux comme on le faisait. Pas de nostalgie, pas de regret en revanche dans le bureau de l'élue clermontoise Michèle André. Conseillère générale depuis 20 ans, elle a décidé de se consacrer entièrement à la présidence de la commission des finances du Sénat. L'ancienne ministre des droits des femmes défend son bilan, avoir su imposer une parité intégrale dans les assemblées départementales. J'ai œuvré pour la parité, pour la mixité toute ma vie militante, toute ma vie professionnelle, tous les jours qu'il m'a été donné de vivre. Je pense qu'il y aura une nouvelle fraîcheur. Beaucoup de femmes qui vont arriver sont des élus elles-mêmes, mais elles n'ont pas encore l'expérience, elles n'auront pas la lassitude parfois qu'on peut éprouver quand on est depuis longtemps dans une assemblée où on a l'impression que toutes les cartes sont données et qu'il n'y a rien à inventer. Oui, ça va être enthousiasmant, j'en suis sûre. Qu'ils soient en milieu rural ou urbain, c'est à leurs successeurs et successeuses d'écrire une nouvelle page de l'histoire des départements.
Alors finalement, Olivier, le taux d'abstention est moins élevé qu'on ne le croyait, 48,7%, ce qui signifie que malgré cette réforme territoriale qui n'est pas votée, les compétences du département ne sont pas acquises. C'est le flou total dans ce domaine-là. Les électeurs se sont déplacés. Ils ont du mérite ? Oui, parce que le gouvernement s'était engagé à tout simplifier et résultat, il a tout compliqué. Il faut s'y retrouver, il faut vraiment avoir un plus 15 en sciences administratives pour comprendre à peu près ce qui se passe. On a redéfini les paysages des collectivités territoriales, l'arrivée des métropoles qui n'existaient pas, des régions qui sont en moins grand nombre, des compétences qui varient, certaines qui ne sont même pas encore explicitées, mais on a aussi une logique de représentation politique qui a changé. Les anciens cantons, qui dataient de 1801, avaient une vertu, représenter du territoire. Désormais, les cantons représentent des populations. Ce n'est pas la même chose. Bref, c'est un imbroglio. Et encore une fois, les électeurs ont réussi à venir tout de même un peu plus nombreux que prévu dans les bureaux de vote, ce qui pour une huitième élection depuis 2012 est tout de même un exploit. Tout de suite, Grégoire, de nouveaux résultats. Oui Isabelle, des résultats qui arrivent au fur et à mesure. Je vous les communique. Je vous propose tout de suite de partir en région Midi-Pyrénées. On va aller plus précisément dans le Tarn. En fonction depuis 1991, le président sortant, le socialiste Thierry Carcenac, avait choisi de se représenter. Le projet de barrage de Sivins qu'il défendait et la mort du jeune écologiste Rémi Fraisse, tué par une grenade de la gendarmerie en octobre, pouvait entraîner des reports de voix entre socialistes et écologistes. La droite pouvait essayer de sortir gagnante et vous le voyez, le PS est en ballottage face au Front National. La droite a donc été éliminée dans ce canton-là, bien précis, du Tarn. Autre résultat, en Rhône-Alpes, nous partons en Isère. Ici, François Hollande s'est déplacé il y a quelques semaines pour aider le secrétaire d'État à la réforme territoriale, André Valigny. Il fallait sauver le soldat Valigny, selon le député UMP Jean-Pierre Barbier, président pressenti du Conseil général si le département bascule. Le scrutin s'annonçait serré entre une forte poussée de la droite et du Front National dans le nord du département et les cantons de l'agglomération grenobloise qui resteront à gauche. Et vous le voyez, André Valigny est arrivé largement en tête. Il est en ballottage très favorable. Là encore, face au candidat du Front National, l'UMP a été éliminé. Un dernier résultat qui vient à l'instant de parvenir, je vous le communique. En Champagne-Ardenne, nous partons dans la Marne. L'Assemblée départementale était présidée par le sénateur René-Paul Savary de l'Union pour un mouvement populaire, l'UMP, depuis 2003, qui est candidat à sa succession. Il avait dénoncé la fusion des régions, évoquant une réforme à la hussarde. Et candidat ici, le député Charles de Courson. Et vous le voyez, Charles de Courson est arrivé largement en tête. Il est en ballottage très favorable avec un peu plus de 46% des suffrages dans ce canton-là, bien sûr. Merci beaucoup Grégoire. Je voulais juste faire un petit mot sur André Valigny, qui était quand même le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale, donc celui dont on pouvait penser qu'il pourrait être sanctionné par ce vote, dont on ne comprend pas grand-chose pour l'instant encore, et finalement, il s'en tire plutôt bien. Oui, tout à fait. Il se présente en situation favorable pour le deuxième tour. Maintenant, voilà, l'Isère, ce n'est pas ce seul canton de Tullins, il en est beaucoup d'autres. 29 au total cantons sont mis en lice, et l'on verra donc dès ce soir quelles sont les chances respectives des candidats. Voilà. Maintenant, je vous propose de revenir sur les principaux chiffres de cette première édition départementale 2015. Le taux d'abstention, vous allez le voir, 48,7%, relativement faible par rapport à ce que prévoyaient les sondages. Et puis, cette estimation par parti, Olivier ? Oui, alors, cette estimation par parti qui renverse les attentes, les calculs, les anticipations, et notamment des instituts de sondage qui se sont lourdement trompés sur ce point, montre que d'abord, le Parti socialiste, malgré une stratégie de désunion à gauche, résiste mieux que prévu. La coalition UMP, UDI, MoDem parvient à entrer en tête au sortir du premier tour, ce qui est effectivement quelque chose de fort, qui va lui permettre de s'affirmer comme le premier parti d'opposition, mais même aussi de dire que cette stratégie est celle qui doit désormais prévaloir à droite. Le Front National qui se situe à la 3e place, ce qui fait évidemment dissonance par rapport à ce qui était annoncé. Et enfin, dernier élément, les alternatives à gauche au Parti socialiste, je pense au Front de gauche, en tout particulièrement au Parti de gauche et Europe Écologie Les Verts, 8%, c'est en deçà de ce qui était attendu là aussi par ces forces politiques. Voilà, je rappellerai juste que lors des cantonales de 2011, la gauche avait remporté 56 départements, la droite 42. Nous allons voir au fur et à mesure de cette soirée, bien sûr, les nouveaux équilibres s'afficher et nous vous rendrons compte, bien évidemment, des tout derniers résultats, des réactions et de nos analyses avec Olivier Hill sur cette nouvelle carte de France des départements. Va-t-elle basculer
à droite d'une façon sévère, avec 70 cantons pour la droite, comme en 1984, ou alors est-ce que ce sera un peu plus pondéré, un peu plus doux, avec une quinzaine ou une vingtaine de cantons et de départements. Un raz-de-marée ou un tsunami? Voilà, raz-de-marée ou tsunami, nous allons voir. En tout cas, la tempête continue sur France 3 et on se retrouve dans 15 minutes après la rédaction nationale pour la suite de votre édition.